La ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement Désiré Ouloté était face à la presse hier pour dénoncer l'insalubrité généralisée dans les villes et communes de Côte d'Ivoire. Le gouvernement s'engage à ses côtés pour débarrasser le pays des ordures. La Caisse nationale d'assurance maladie et l'Agence emploi jeunes ont signé une convention de partenariat. Objectif est bénéficier aux jeunes demandeurs d'emploi une couverture maladie fiable. Ce vendredi, Moïse Katumbi répond à sa troisième audition devant la justice congolaise. L'ancien gouverneur du Katanga, candidat déclaré à la présidentielle depuis le 4 mai, a déjà été auditionné lundi et mercredi dernier sur ses relations avec le consultant en sécurité l'américain Daryl Levis, détenu à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Une campagne de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde a été lancée hier dans la région du sud de Komoué par la fondation Children of Africa. Et c'est la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, qui a donné le top départ à Grand Bassam. Les enfants âgés de 3 à 15 ans seront vaccinés lors de cette campagne. Viviane Aïmer. Au démarrage ce lundi 12 mai à Grand Bassam de la nouvelle campagne de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde de la fondation Children of Africa, sous l'œil attentif de sa présidente fondatrice, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, plusieurs enfants ont reçu des doses de vaccins. Cette nouvelle caravane de santé de la fondation Children of Africa prévoit vacciner gratuitement 10 000 enfants dans la région du Sud Komoué. Un acte de générosité et de solidarité est salué par toute la région. En témoigne la présence ce lundi, aux côtés de la première dame, hormis les populations, de ses plus hautes autorités coutumières, mais aussi et ses figures emblématiques, dont le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Au nom de tous, le maire de Grand Bassam a adressé ces mots de reconnaissance à la première dame de Côte d'Ivoire. Merci pour tout ce que vous faites pour les plus démunis. Merci pour tout ce que vous faites pour les enfants. Pour tout ce que vous faites pour les femmes à travers vos nombreux dons et initiatives. Nous sommes véritablement, madame, fiers de votre engagement aux côtés de votre époux, le président Alassane Ouattara, pour un mieux-être de la population ivoirienne. Parce que cette campagne de vaccination est destinée à protéger les enfants contre ce grave danger qu'est la fièvre typhoïde, la petite Sorona Plessita, élève en classe de CM2, a traduit la gratitude de tous les enfants à leur généreuse bienfaitrice. Maman Dominique Ouattara, toute la Côte d'Ivoire sait que partout où vous passez, vous faites tomber la pluie de bonheur. Merci maman Dominique, notre maman au cœur d'or. Que Dieu vous bénisse. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a quant à elle invité les populations à adopter des règles d'hygiène et à adhérer à la vaccination. La fièvre typhoïde est une maladie redoutable, aux conséquences multiples, pouvant aller jusque malheureusement à la mort s'il n'y a pas de traitement. En Côte d'Ivoire, la maladie est fréquente et est souvent confondue, malheureusement, avec le paludisme, qui est une maladie endémique en Côte d'Ivoire, causant ainsi un retard de diagnostic, puisque l'on confond. On confond donc le paludisme et la fièvre typhoïde. Il s'agit donc d'utiliser de l'eau potable, de respecter les mesures d'hygiène, les règles d'hygiène, pour surtout également, monsieur le maire, pour tous les travailleurs dans le milieu de la restauration. C'est extrêmement important. Et pour les enfants, le lavage des mains à l'eau et au savon. Un vaccin antityphoïde bien toléré ne nécessite qu'une seule injection et protège pendant 3 ans. Voilà pourquoi, Madame la Première Dame, je suis heureuse pour le choix que vous avez porté sur cette activité qui sûrement va aider
le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à réduire de façon considérable cette maladie en Côte d'Ivoire. Children of Africa a déjà organisé à différentes reprises des campagnes de vaccination contre la fièvre typhoïde et qui ont permis de vacciner plus de 70 000 enfants en Côte d'Ivoire. La première dame a expliqué les raisons du choix de Grand Bassam pour le lancement de cette nouvelle caravane de santé qui sillonnera, a-t-elle souligné, toutes les autres localités du Sud Comoé. Nous avons choisi la ville de Grand Bassam pour le lancement de cette nouvelle caravane de vaccination. Tout d'abord parce que Grand Bassam est très cher à mon cœur, mais aussi car nous souhaitons manifester toute notre affection et notre soutien aux populations de la ville à l'issue des malheureux événements qui s'y sont déroulés récemment. En initiant cette nouvelle caravane de vaccination, la Fondation Children of Africa a pour objectif de protéger nos enfants afin qu'ils grandissent en bonne santé. La caravane de vaccination de la Fondation sillonnera du 12 au 21 mai dans les localités de Bassam, Bonois, Samo, Aboisseau, Adiaké, Maféré, Assini, Tiapoum, Noé, Koukourandoumi et Ayamé. J'espère que nos enfants répondront nombreux à notre appel. Par la même occasion, les enfants qui recevront leur vaccin bénéficieront d'un déparasitage systématique. Chers parents, je voudrais quant à vous remercier d'avoir répondu si nombreux à notre appel. Votre présence massive traduit votre volonté manifeste d'offrir à vos enfants le meilleur avenir possible. La première dame de Côte d'Ivoire avait comme à chacun de ses déplacements de nombreux dons pour les populations. Des dons en vivres et non-vivres pour une valeur de 20 millions de francs, plus 10 millions de francs en espèces pour les différentes composantes de la population. Et en bonus spécial pour les enfants, les prestations de Claire Bailly et de Debordo Likoufa. Un reportage de Viviane Haïmin. Un forum économique euro-ivoirien s'est ouvert ici à Abidjan. La délégation de l'Union européenne et la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire ont organisé cette rencontre qui devrait permettre aux investisseurs ivoiriens et européens de se rapprocher et de nouer des partenariats. Gabriel Zané. L'intérêt des investisseurs européens pour la Côte d'Ivoire est manifeste. Après le passage du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, fin avril à Abidjan, le forum économique euro-ivoirien s'ouvre ce jeudi 12 mai dans la capitale économique ivoirienne. Un forum co-organisé par la délégation de l'Union européenne et la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, Eurocharm. Beaucoup d'opérateurs ivoiriens intéressés par des partenariats avec des entreprises européennes. Beaucoup d'entreprises européennes présentes ou non encore présentes sur le marché intéressées par une implantation en Côte d'Ivoire. Donc, pour faire avancer ces choses-là, il faut que les gens se rencontrent, il faut des forums. En 2015, le volume des échanges commerciaux entre l'Europe et le pays est estimé à plus de 4 000 milliards de francs CFA. La locomotive européenne est tirée par la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Luxembourg, 4 pays qui investissent directement en Côte d'Ivoire. Nous avons plus de 200 entreprises européennes qui sont installées en Côte d'Ivoire et qui représentent 100 000 emplois. Donc il est bien clair que de notre point de vue, les propositions que les entreprises européennes peuvent faire, les expériences dont elles peuvent faire part, notamment à d'autres entreprises qui envisagent de s'installer, peuvent être un facteur d'accélération de croissance pour la Côte d'Ivoire. Le forum économique ouvert ce jeudi par le chef du gouvernement facilite le rapprochement d'entrepreneurs européens et ivoiriens. Un rapprochement qui peut tonifier l'économie car l'État attend du secteur privé un niveau d'investissement de 62% dans le plan national de développement évalué à 30 000 milliards de francs CFA. L'objectif affirmé du gouvernement ivoirien depuis 2012 est, vous le savez, de faire du secteur privé le principal moteur de la croissance économique ivoirienne. En vue de permettre une saine émulation du secteur privé en Côte d'Ivoire et d'améliorer la compétitivité à l'étranger, le gouvernement a entrepris d'importantes réformes structurelles et sectorielles. Le gouvernement a à cœur de créer le meilleur environnement des affaires possibles et d'amplifier le dynamisme du secteur, du partenariat, secteur public, secteur privé.
l'ouverture du tribunal du commerce, la mise en place de la haute autorité pour la bonne gouvernance, l'adoption du projet de loi relatif à la cour d'appel du tribunal du commerce, des réformes politiques qui prouvent que l'État lutte contre la corruption, soutenir le partenariat public-privé et le partenariat de privé à privé. Le Forum économique euro-ivoirien est une nouvelle occasion d'échange entre le gouvernement et le secteur privé. Et cette information pour lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan va annoncer cet après-midi même les mesures prises par le gouvernement ivoirien. Lutte contre l'insalubrité, nous vous en parlions déjà dans nos titres. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, Anne-Désirée Ouloto, était face à la presse hier pour dénoncer l'insalubrité généralisée dans les villes et communes de Côte d'Ivoire. Pour résoudre définitivement ce problème, le gouvernement s'engage à ses côtés, aux côtés de la ministre, pour débarrasser le pays des ordures, des eaux usées, des sachets plastiques, des nuisances sonores et installations anarchiques. Ami Sissoko. Les ordures ménagères ont refait surface dans les villes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Une situation qui ne sera plus tolérée par le gouvernement et qui en appelle au civisme des populations. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est changer de comportement. Changer de comportement pour faciliter la tâche à l'État. C'est cela l'intérêt de cette communication qui consiste à appeler tous les Ivoiriens à être des Ivoiriens nouveaux, en ayant un comportement citoyen, en ayant un comportement civique. Imaginez le nombre d'Ivoiriens que nous sommes sur Abidjan. Si chacun doit jeter un mouchoir par terre tous les jours, c'est ce qui nous donne de voir ce constat-là. Cette triste réalité qui ne nous honore pas du tout. Pour donner fière allure à la Côte d'Ivoire, tous les ans, la première semaine du mois d'août sera consacrée à la propreté. La sensibilisation se poursuivra. Elle sera ponctuée par des contrôles devant les domiciles et dans les quartiers. Et tout récalcitrant sera interpellé. Nous n'allons pas continuer pendant longtemps de sensibiliser. On va sensibiliser. Ceux qui veulent bien changer vont aider, n'est-ce pas, à aller de l'avant. Mais que ferons-nous des récalcitrants? C'est la sanction qui va s'appliquer dans ces cas-là. Ce ne sera plus la sanction du seul ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. Ce sera la sanction du gouvernement. Ne plus voir les ordures qui jonchent les rues, une tâche difficile pour le seul ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donc instruit tous les ministres à s'impliquer dans cette lutte contre l'insalubrité qui va coûter pour l'année 2016 plus de 18 milliards de francs CFA. L'emploi jeune, une priorité pour le gouvernement. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Sidi Touré, a installé le comité de pilote stratégique du service civique pour l'emploi et le développement. Sa mission première est s'attaquer au chômage des jeunes, nous dit Koné Pargasoro. Les jeunes dont l'âge varie entre 16 et 30 ans en situation de vulnérabilité ou de radicalisation dans les centres de formation citoyenne et professionnelle seront désormais formés à travers un processus de resocialisation et d'encadrement. L'initiative est du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Pour la réussite et le suivi de ce processus, le ministre Sidi Touré a procédé à l'installation du comité de pilotage stratégique du service civique pour l'emploi et le développement SCAED. Chers membres du comité de pilotage, vous constituez donc la boussole du SCAED car c'est vous qui lui donnez une vision ou une orientation stratégique. La tâche est immense et la nation entière compte sur vous pour une insertion socio-professionnelle réussie de nos jeunes marginalisés ou en voie de radicalisation. Les membres de ce comité ont pour mission l'identification de la politique générale du SCAED, mais aussi l'adoption et l'approbation de son budget et de ses comptes. L'installation de ce comité est une étape importante dans l'opérationnalisation du processus de formation des jeunes en situation de vulnérabilité.
Ce comité de pilotage est donc le deuxième organe de gestion du SCAED. Il constitue une plateforme des représentants des ministères et institutions impliqués dans les questions d'insertion et d'encadrement des jeunes marginalisés et en voie de radicalisation. Voilà, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Sidi Touré, a donc installé le comité de pilotage stratégique du service civique pour l'emploi des jeunes. Restons dans le domaine de l'emploi des jeunes. Justement, la Caisse nationale d'assurance maladie et d'agence emploi jeunes ont signé mercredi une convention de partenariat. Objectif de cette convention, faire bénéficier aux jeunes demandeurs d'emploi une couverture maladie et fiable. Cette convention à effet immédiat permettra d'une part de faciliter l'accès des jeunes bénéficiaires des programmes d'insertion à des soins de santé de qualité et d'autre part de favoriser une plus grande implication de ces jeunes dans le déploiement de la couverture maladie universelle. La signature de convention entre ces deux structures étatiques nous permettra d'assister à une nouvelle étape d'un partenariat fructueux au service de l'amélioration de l'employabilité des jeunes de Côte d'Ivoire. Il s'agit précisément pour la Caisse nationale d'assurance maladie d'associer l'image de l'agence emploi jeunes à ses activités et pour cette dernière d'enrôler les jeunes et rendre visibles les initiatives de la Caisse sur son site internet ou sa plateforme technologique. À travers ce partenariat, le gouvernement espère activer chez la jeunesse son fort potentiel de création de richesses nécessaires à la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Et c'est ensemble que nous avions décidé de travailler pour que les jeunes de plus en plus soient insérés dans le tissu industriel de notre pays. L'emploi et l'assurance maladie constituent deux maillons clés de la politique sociale du président Alassane Ouattara. Un commentaire de Hugues Hervé Blé, tout à fait autre chose. La Côte d'Ivoire est présente au Rwanda au 26e Forum économique mondial pour l'Afrique consacré aux nouvelles technologies. Le forum enregistre plus de 1200 participants issus de plus de 70 pays. Le ministre ivoirien de la Poste et de l'économie numérique, Bruno Koné Nabagné, a animé un panel sur la cybercriminalité. Michel Digré est à Kidali pour RTI 1. Le débat de la lutte contre la cybercriminalité s'invite au Forum économique mondial sur l'Afrique. La raison, la recrudescence des infractions pénales commises sur les réseaux de télécommunications, en particulier sur Internet. Les panélistes sont unanimes, il faut sécuriser la toile. Nous avons intérêt à avoir un secteur du numérique qui soit fiable, un secteur du numérique qui crée la confiance, un secteur du numérique dans lequel les populations n'hésitent pas à aller, dans lequel les populations n'hésitent pas à exercer, aussi bien dans l'éducation que dans la santé, que dans la gouvernance de nos États, etc. Mais comment rassurer les utilisateurs d'Internet face à l'acharnement des cybercriminels? Le ministre Bruno Koné partage l'expérience ivoirienne. En Côte d'Ivoire, nous avons des textes aujourd'hui qui sanctionnent très fortement les actes de cybercriminalité. Nous avons des peines jusqu'à 20 ans de prison. Nous avons des peines pécuniaires qui vont jusqu'à 100 millions de francs CFA, ce qui représente beaucoup d'argent. Mais la répression à elle seule ne suffit pas. Bruno Koné propose également un plan B. Il est important quand même d'insister, c'est l'aspect sensibilisation. Beaucoup de nos pays, beaucoup de nos jeunes s'adonnent à cette activité parce qu'ils ne sont pas suffisamment sensibilisés sur les peines qu'ils encourent en cas de problème. Accentuer la lutte contre la cybercriminalité, un impératif selon les panélistes pour éviter de mettre à mal l'économie numérique sur le continent. Allez, revenons en Côte d'Ivoire pour d'autres informations. Sachez que plusieurs faux documents sont utilisés par des fraudeurs pour la commercialisation et le transport du coton et de la noix de cajou. Pour mettre fin à cela, le Conseil du coton et de l'ANACAD mène des actions de sensibilisation et de formation au profit des forces de l'ordre. Kwadjo Kwame, RTI Boaké. Fiche de transfert de l'ANACAD et du coton, carnet d'achat et carte d'épisteur. Ces documents relatifs à la commercialisation et au transport de l'ANACAD et du coton ont été présentés aux forces de l'ordre sur les différents corridors de Boaké. Cette opération vise à informer et sensibiliser
les agents de la police, de la gendarmerie et des douanes sur les documents en vigueur pour la campagne de commercialisation de l'anarcade et du coton au titre de l'année 2016. Ces camions sont souvent stationnés là, devant les corridors, parce que nos forces de l'ordre ne savent pas réellement quels sont les documents afférents à un camion qui est chargé, notamment la fiche de transfert et les carnets achats produits. Donc il était important pour nous de sensibiliser ces forces de l'ordre et leur montrer les supports de commercialisation. Le Conseil du coton et de l'anarcade a instruit les forces de l'ordre sur les techniques pour déceler les faux documents utilisés par les fraudeurs. Il a également été question de donner quitus aux hommes en tri, de fouiller les camions transportant du coton et de la noix de cajou. Cette visite a été l'occasion pour les agents des forces de l'ordre de maîtriser au mieux ces documents qui sont soumis à leur appréciation. À travers cette opération, le Conseil du coton et de l'anarcade veut faciliter le transport des produits agricoles et surtout mettre hors d'état de nuire tous les fraudeurs qui veulent passer par les mailles du filet. Rendons-nous maintenant à Koriakro, village du département d'Atiéguakro, dans le district autonome de Yamoussoukro. Ce village va dans 9 mois abriter la première usine de transformation de la tomate en Côte d'Ivoire pour un investissement de 15 milliards de francs CFA. C'est sur cet espace que sortira de terre dans 9 mois la première usine de transformation de tomates en Côte d'Ivoire. Elle sera bâtie à Koriakro, village du département d'Atiéguakro. Coût de l'investissement 15 milliards de francs CFA. Ce financement est le fruit de l'Expo Milan 2015, forum qui visait à présenter les atouts et opportunités que regorge la Côte d'Ivoire et à inciter les investisseurs du monde à faire le choix de la destination Côte d'Ivoire. Ce projet dénommé Self Agro s'inscrit également dans le cadre du programme national d'investissement agricole PENIA. La construction de cette usine de transformation de tomates rentre dans la politique de transformation locale de produits vivriers ivoiriens. Les partenaires publics et privés de ce projet ont, au cours de la cérémonie de la pose de la première pierre, affirmé leur engagement à faire réussir ce projet. Yapi Christophe Olivier, le promoteur de la construction de cette usine, a pour sa part engagé les populations impactées par le projet à s'investir dans la production de la tomate, la matière première. La construction de cette usine suscite beaucoup d'espoir chez les populations d'Atiéguakro. Que d'autres investisseurs suivent l'exemple du groupe italien et de notre jeune promoteur, M. Yapi, qui a permis de voir ce projet se réaliser. Donc c'est un appel que d'autres entrepreneurs viennent investir dans notre région. Le projet Self Agro va créer plus de 1000 emplois directs et indirects pour une production annuelle de 77 000 tonnes de tomates. La mairie de Bassawa dans le département de Dabakala a fait de l'accès à l'éducation des enfants sa priorité. Ce conseil municipal a construit 3 nouvelles salles de classe pour l'école primaire publique de Namagnon-Dougou. Hassan Khan, Abdul Kader Segodogo, RTI Boaké. L'école primaire publique de Namagnon-Dougou, commune de Bassawa dans le département de Dabakala, a désormais 6 salles de classe. Ouverte par la volonté des parents de réduire la distance de 6 km parcourue par leurs enfants, cette école a commencé avec des classes de fortune. En 2012, grâce au programme présidentiel d'urgence PPU, 3 premières salles en dur ont été construites. Pour permettre aux écoliers d'apprendre dans de meilleures conditions et aux enseignants de travailler aisément, la mairie a construit 3 nouvelles salles de classe. Coût de l'investissement, 22 millions de francs CFA. Les enfants de ce village parcouraient 6 km matin et soir pour fréquenter à Bassawa. Et quand nous sommes arrivés, on a dit que ce n'est pas normal. Donc nous sommes attelés à construire ce bâtiment de 3 classes. Les clés de ces salles ont été officiellement remises à la famille éducative. Une action saluée par les filles et fils de Namagnon-Dougou. Pour accompagner le président de la République Alassane Ouattara dans sa volonté de rapprocher l'éducation des populations et soutenir la mairie de Bassawa, un cadre de la région a fait un don de 75 tables bancs. Konaté Khalil Ibrahim inscrit son action dans le cadre de la formation des élites de demain. L'école primaire publique de Namagnon-Dougou compte 164 écoliers et présente ses premiers candidats au CEPE le 14 juin prochain.
Un centre de santé, une pompe villageoise et un centre culturel ont été inaugurés à Torla. Torla, c'est dans la commune de Ouangolodougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Ces infrastructures ont été réalisées par la mairie de Ouangolodougou. Et nous allons rester avec Abdul Kader Segodogo de RTI Boaké. Torla, village communal de Ouangolodougou, revêt ses plus beaux habits et a fait appel à tous ses fils. Le village inaugure son centre culturel et une pompe hydraulique qui vient améliorer le problème épineux d'eau dans ce village. Ces deux réalisations d'un coût global de 35 650 000 francs CFA sont à mettre à l'actif du conseil municipal de Ouangolodougou et de certains cadres de la localité. Depuis notre installation à la magistrature de cette commune, nous nous évertuons de faire de chacun de vos rêves une réalité. Et ce n'est pas tout. Les jours qui suivants, nous allons encore vous convier à l'inauguration de d'autres infrastructures. Les populations de Torla, reconnaissantes, ont tenu à s'exprimer. Cet espace incarne le symbole de la cohésion sociale, tant voulu et recherché par Alassane Ouattara, dans la mesure où il pourra rassembler tous les fils et filles en grand nombre pour aplanir les différends et nous éloigner des démons de la division. Pour le bon fonctionnement du centre culturel de Torla, un autre cadre de la localité, Traoré Drissa, a offert 2 ordinateurs. Et c'est à juste titre que le corps préfectoral a invité les populations de Torla à prendre soin de ces infrastructures. Plusieurs artistes ont apporté leur contribution à la fête. Un mot de religion dans cette édition, le Papa François a déclaré pour l'année 2015-2016, année de la miséricorde, le Père Paul Blanchard-Aké, vicaire à la paroisse Saint-Jean de Cocody, inspiré par cette déclaration du Papa François, a écrit un ouvrage sur le chemin des œuvres de miséricorde, une façon d'apprendre aux fidèles catholiques à être miséricordieux. Honorine Kakoubla, Agnigori. Que signifie la miséricorde? Comment exprimer un comportement de miséricorde envers son prochain? Pourquoi être miséricordieux? Autant de questions qui trouvent leur réponse dans le livre sur le chemin des œuvres de miséricorde du Père Blanchard-Aké Paul, vicaire à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Le chemin des œuvres de miséricorde aide chaque chrétien à pouvoir aller vers son frère. Jésus est le visage de la miséricorde de Dieu le Père, mais c'est nous tous qui sommes appelés à être miséricordieux comme Dieu notre Père est miséricordieux. Le chemin des œuvres de miséricorde est un ouvrage de 42 pages. Son auteur nous invite à cultiver la charité, le pardon, la tolérance, à l'exemple du Christ sauveur de l'humanité. De la mort du Christ à sa résurrection, à l'ascension jusqu'à la Pentecôte, le chrétien est appelé à marcher sur les pas du Christ. Pour pouvoir pardonner, pour pouvoir vivre la miséricorde, pour pouvoir vivre la compassion, il faut être nourri de l'Esprit Saint. Message bien perçu par ceux-ci qui nous disent comment ils vivent cette année de miséricorde. Nous devons vivre pleinement notre chrétienté dans la spiritualité, c'est-à-dire le pardon autour de nous. Donc je veux dire à mes frères et mes sœurs de s'aimer les uns les autres pour que la sainteté de Dieu règne dans ce pays. Tous les jours que Dieu fait, j'essaie d'approcher l'autre. Et surtout, ceux qui m'approchent, je leur tends la main. Pour aider les familles chrétiennes à mieux vivre la miséricorde, le Père Paul Blanchard-Aké propose un jeu de cartes en guise d'acte à accomplir. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Moussa Dosso, communique le lundi 16 mai 2016. Lundi de Pentecôte est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Ce vendredi, Moïse Katumbi répond à sa 3e audition. L'ancien gouverneur du Katanga, candidat déclaré à la présidentielle depuis le 4 mai, a déjà été auditionné lundi et mercredi dernier. Il a été interrogé par la justice congolaise sur ses relations avec l'Américain Daryl Levis, détenu à Kinshasa par l'Agence nationale de renseignement de ce pays. Daryl Levis est consultant en sécurité. Il a été dépêché à Lumumbashi pour évaluer le dispositif de la protection privée de Moïse Katumbi.
Autre chose, le président français François Hollande se rend ce vendredi à Bangui pour sa 3e visite en Centrafrique, accompagné du ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. François Hollande ne restera en Centrafrique que quelques heures avant de repartir pour le Nigeria, où il va participer demain samedi au sommet sur la sécurité organisée à Abuja. Toutefois, il aura un entretien avec son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. Il visitera l'Institut Pasteur et le quartier musulman du kilomètre 5 de Bangui, particulièrement marqué par les violences intercommunautaires. François Hollande rendra également visite aux troupes françaises de l'opération Sangaris qui s'achèvera fin 2016. Au Brésil, Michel Temer, qui a remplacé Dilma Rousseff à la tête de ce pays, a formé son gouvernement constitué de 23 ministres et pas la moindre femme. Michel Temer entend redresser le pays englué dans une profonde crise socio-économique. Les rues ne désemplissent pas au Brésil. Ils sont des milliers de manifestants pro-Dilma à avoir répondu à l'appel à la mobilisation de la présidente, suspendue du pouvoir ce jeudi. À Sao Paulo, ses partisans ont manifesté toute la nuit pour exprimer leur colère. Tant que notre pays aura ce peuple, Temer ne pourra pas gouverner. Pas du tout. Il n'y a pas de légitimité pour un gouvernement qui n'a pas été élu démocratiquement. Le président qui aujourd'hui prend le pouvoir est un président illégitime. Activistes, manifestantes féministes, les pro-Dilma ont aussi pris d'assaut le palais présidentiel en soutien à la première femme présidente du Brésil. Il est choquant de voir à quel point notre élite politique est une bande de rétrogrades, des supporters de l'esclavage. C'est triste, dégoûtant, mais ils ne s'en sortiront pas comme ça. On est fort, toujours plus fort. Vous avez choisi ce pays, vous les voleurs. Il n'y aura pas de gouvernement. Pacifier le pays, une urgence. Michel Temer l'a compris. Lors de son premier discours public, le remplaçant de Dilma Rousseff a lancé un appel au calme. Il est urgent de calmer la nation et d'unifier le Brésil. Il est urgent de former un gouvernement pour sauver cette nation. Monsieur 2%, comme on le surnomme au Brésil, au regard de sa cote de popularité, a appelé au respect de la Constitution. Il entend rééquilibrer les comptes publics et restaurer la vitalité de la démocratie brésilienne. Son gouvernement est déjà connu. Il est composé de 23 ministres, des hommes uniquement. Et après la suspension de Dilma Rousseff, il y a eu des manifestations dans plusieurs villes du Brésil. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI1.